Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Sandrine, qui s'intitule ainsi. Le matin de Noël, j'ai demandé. Où est mon cadeau? Maman a ri. Le Père Noël n'aime pas les enfants ingrats. J'ai juste hoché la tête et je suis partie. Puis elle m'a appelée, affolée. Nous avons besoin de 50 000 € pour sauver notre maison. J'ai répondu. Demande au Père Noël de t'aider. Bon, allons-y. Je m'appelle Sandrine, j'ai 32 ans et je travaille comme développeuse informatique dans une grande entreprise technologique à Lyon. Le salaire est bon, très bon en fait. Je gagne plus que la plupart des gens de mon âge et je devrais sans doute m'en sentir reconnaissante. Mais parfois je me demande si avoir de l'argent ne fait pas simplement de vous la cible des problèmes des autres. J'ai une famille. Il y a mes parents, maman et papa, qui ont maintenant un peu plus de 70 ans. Ils ont pris leur retraite il y a environ 5 ans. Papa a travaillé toute sa vie dans le bâtiment et maman était secrétaire dans un cabinet d'avocats. Ils ne s'en sortent pas trop mal, mais l'argent de la retraite ne va plus aussi loin qu'avant. Puis il y a ma grande sœur, Elisabeth. Elle a 36 ans et est mariée avec un homme qui s'appelle Marc. Ils ont 2 enfants, mon neveu Jacques, 15 ans, et ma nièce Emma, 13 ans. Voilà le problème avec ma famille, ils sont toujours à court d'argent. Et devinez vers qui ils se tournent quand les factures s'accumulent? Exactement vers moi. Au début, ça paraissait anodin, quand j'ai trouvé mon premier emploi il y a 6 ans. Maman m'appelait et disait quelque chose comme « Sandrine chérie, ce mois-ci c'est un peu serré. Tu pourrais nous aider pour la facture d'électricité ?» Évidemment, j'ai dit oui. Ce sont mes parents après tout. Ils m'ont élevée, nourrie, logée. Ça me semblait normal. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Très vite, c'était l'argent pour les courses, puis les médicaments de papa, puis l'assurance de la voiture. Elisabeth s'y est mise aussi. D'abord c'était. Le camion de Marc a besoin de nouveaux pneus, et on n'a pas les moyens en ce moment. Puis. Jacques veut suivre un cours d'informatique, mais ça coûte 800 €. Toujours un problème. Toujours une urgence. Le pire, c'est que ça allait toujours dans un seul sens. Quand c'était moi qui avais besoin d'aide, tout le monde devenait soudain trop occupé, trop fauché ou trop accaparé par ses propres soucis. J'ai appris ça à mes dépens il y a 8 mois, quand j'ai acheté mon appartement. J'avais économisé pendant des années pour quitter ma petite location et enfin devenir propriétaire. Le jour du déménagement approchait et j'avais bien trop de choses à gérer seule. J'ai appelé Elisabeth et demandé si Marc pouvait venir m'aider quelques heures, juste pour charger le camion et décharger dans mon nouvel appart. Marc n'avait pas l'air contre quand je lui ai demandé directement. Mais 2 jours avant le déménagement, Elisabeth m'a rappelé. Sandrine, à propos de samedi, Marc ne pourra pas t'aider. Qu'est-ce qui se passe? Il est malade? Non, il va bien, mais on en a discuté et on a décidé que tu devais régler tes problèmes toute seule. Tu peux engager des déménageurs ou trouver une autre solution. Marc et moi, on a notre propre famille à gérer. Et voilà. Elle a raccroché. J'ai fini par payer des déménageurs professionnels, ce qui m'a coûté 400 € que je n'avais pas prévu. Mais tu sais quoi? Je n'ai pas râlé. Je ne les ai pas rappelés pour en faire une scène. J'ai juste géré comme ils disent que je dois le faire. Mais je n'ai pas oublié cette conversation. Malgré tout, j'ai continué à les aider. Tous les mois, il y avait quelque chose. Maman avait besoin d'argent pour les courses. Les médicaments de papa coûtaient plus cher. La voiture d'Elisabeth tombait encore en panne. Jacques avait besoin de crampons neufs pour le foot. Emma voulait un ordinateur pour l'école. Toujours quelque chose. Toujours urgent. Toujours ma responsabilité. Fin octobre, j'ai décidé d'aller dîner chez mes parents. Je ne les avais pas vus depuis quelques semaines, et je me suis dit que ce serait sympa de rattraper un peu le temps. Quand je suis arrivée, Elisabeth, Marc, Jacques et Emma étaient déjà assis autour de la table. Toute la famille était là. Maman avait préparé son fameux rôti, et nous nous sommes tous installés. Mais quelque chose sonnait faux dès le début. Maman passa tout le premier temps du repas à parler avec Elisabeth des activités scolaires d'Emma et des matchs de foot de Jacques. Elle posait des questions sur le travail d'Elisabeth, sur le boulot de Marc, sur leurs projets pour les fêtes. Et moi? Je mangeais en silence. Pas une seule question sur mon travail, mon appartement, ma vie. Puis papa toussa légèrement. Maman se tourna vers lui, et il lui lança un regard qui semblait préparé d'avance. Alors maman posa sa fourchette, m'adressa un grand sourire forcé et dit « Sandrine, ma chérie, nous en avons tous discuté et nous avons décidé qu'il fallait vraiment acheter une maison de campagne où toute la famille pourra se détendre ensemble. » Je l'ai regardée, stupéfaite.
Une quoi? Une maison de campagne? Oui, tu sais, un endroit hors de la ville où ton père et moi pourrons profiter de notre retraite. Un lieu où les enfants pourront courir et jouer quand ils viendront. J'ai regardé autour de la table. Elisabeth hochait la tête. Marc aussi. Même Jacques et Emma souriaient, comme si c'était la meilleure idée du monde. J'étais la seule surprise. Maman, ce n'est vraiment pas le moment d'acheter une maison de campagne, ai-je dit. Tu te rappelles de ce qui s'est passé il y a 6 mois avec les fondations? Son sourire s'est un peu crispé. Et alors? La fissure, maman. Cette énorme fissure qui est apparue dans les fondations. Tu avais appelé des spécialistes et ils ont dit qu'il fallait renforcer toute la structure d'urgence. Que ça coûterait très cher. Tu ne devrais pas d'abord réparer ta maison actuelle avant d'envisager d'en acheter une autre? Maman a balayé l'air de la main, comme pour chasser une mouche. Oh, tout ça, c'est des histoires. Cette fissure ne va pas bouger. Ton père et moi, nous devons penser à notre qualité de vie pour la retraite. Nous avons besoin d'air frais et d'espace pour nous détendre. Alors, nous avons besoin que tu nous achètes cette maison. Je l'ai fixé du regard. Vous avez besoin que je fasse quoi? Que tu nous achètes la maison, Sandrine. Tu es la seule dans la famille à pouvoir te le permettre. Maman, je paie déjà un crédit immobilier pour mon appartement. Je n'ai pas les moyens de verser un apport pour une autre maison. Les yeux de maman se sont illuminés, comme si elle attendait exactement cette réponse. Eh bien, j'ai déjà repéré l'endroit parfait. Elle ne coûte que 235 000 €. L'apport serait minime et les mensualités toutes petites. Comme si 235 000 €, c'était de l'argent de poche. J'ai regardé autour de la table. Papa me fixait avec espoir. Elisabeth avait les bras croisés, me dévisageant comme si je faisais des histoires. Marc hochait la tête. Même les enfants me scrutaient, attendant ma réponse. Maman, je ne peux pas vous acheter une maison, ai-je dit lentement. J'ai déjà mon propre crédit à rembourser. Maman s'est penchée en avant. Les mensualités ne seraient que de 1 500 €. Seulement 1 500 €, en plus de mes 2 000 € de remboursement pour mon appartement. Je ne vais pas prendre un crédit pour une maison où je ne vivrai jamais, ai-je dit fermement. C'est hors de question. L'ambiance est tombée d'un coup. Le visage de maman s'est figé. Eh bien, dit-elle d'un ton glacial, je crois que nous savons maintenant à quoi nous en tenir. Nous pensions pouvoir compter sur notre propre fille, ajouta papa. Très décevant, Sandrine. Je les ai regardés une dernière fois. Tous me fixaient comme si j'étais le monstre de la famille. Inutile de continuer à discuter. Je crois que je ferais mieux d'y aller, ai-je murmuré. Oui, tu ferais bien, répondit maman. Personne ne m'a suivi jusqu'à la porte. Personne n'a dit au revoir. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi en ayant l'impression d'avoir perdu ma famille à cause d'une demande qui n'aurait jamais dû être formulée. 2 mois passèrent après ce dîner. 2 longs mois pendant lesquels mon téléphone resta muet. Pas d'appel de maman pour demander de l'argent pour les courses. Pas de message de papa au sujet de ses médicaments. Pas de coup de fil affolé d'Elisabeth parce que Jacques avait besoin de nouveaux crampons de foot ou qu'Emma voulait quelque chose pour l'école. Le plus étrange, c'était qu'Elisabeth ne me demandait même plus d'argent. Vraiment surprenant de sa part. D'habitude, elle appelait au moins 2 fois par mois avec une urgence à régler. Là, rien. Silence complet. La Toussaint est passée sans que je sois invitée chez mes parents. J'ai passé la journée seule dans mon appartement, à commander des plats chinois et regarder des films. Une partie de moi espérait encore que le téléphone sonne, que maman m'appelle pour dire qu'ils avaient été idiots, que bien sûr je devais venir dîner. Mais le téléphone n'a jamais sonné. Quand Noël approchait, je commençais à reprendre espoir. Peut-être qu'ils avaient eu le temps de réfléchir. Peut-être qu'ils avaient réalisé qu'ils m'en demandaient trop. Chez nous, Noël avait toujours été une grande fête. Ils n'allaient quand même pas laisser cette dispute stupide gâcher Noël. Je suis allée faire les courses et j'ai acheté des cadeaux pour tout le monde. De très beaux cadeaux en plus. J'ai offert à papa une nouvelle tablette, car l'ancienne tombait en morceaux. À maman, un magnifique pull en cachemire dont j'étais sûre qu'elle raffolerait. Pour Elisabeth, j'ai trouvé ce parfum coûteux qu'elle désirait depuis des mois. Marc a eu une belle montre. J'ai offert à Jacques un casque de jeux vidéo dernier cri et à Emma une boîte à bijoux qu'elle avait évoquée une fois. J'ai dépensé près de 2 000 € pour ces cadeaux, bien plus que d'habitude. Mais je voulais leur montrer que je tenais toujours à la famille, que je voulais encore en faire partie, même si je ne pouvais pas leur acheter une maison. Une semaine avant Noël, j'ai enfin eu le courage d'appeler maman. Mon cœur battait à tout rompre quand j'ai composé son numéro. Allô, maman? C'est Sandrine. Oh bonjour, Sandrine. Sa voix était neutre.
Pas chaleureuse, mais pas glaciale non plus. Je me demandais, est-ce qu'on fait Noël chez toi cette année comme d'habitude? Un silence, puis. Oui, nous faisons Noël. Et oui, tu es invitée, Sandrine. Tu fais partie de la famille. Un immense soulagement m'a envahi. Ce n'était pas la conversation la plus affectueuse qu'on ait eue, mais au moins j'étais invitée. Au moins, nous allions passer Noël ensemble. Peut-être que tout allait redevenir normal. Le 24 décembre, j'ai chargé ma voiture de tous les cadeaux et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. La voiture d'Elisabeth était déjà dans l'allée. Quand je suis entrée, tout le monde était là, Elisabeth, Marc, Jacques et Emma. La maison sentait le jambon rôti et les gratins de patates douces de maman. J'ai déposé mes paquets sous le sapin. Il y avait déjà quelques cadeaux, mais j'ai remarqué que j'en avais apporté bien plus que les autres. Pendant le dîner, tout semblait redevenu normal. Papa m'a demandé des nouvelles de mon travail. Elisabeth m'a parlé de la pièce de théâtre d'Emma. Marc avait même l'air content de me voir. Nous avons discuté et ri comme avant. Personne n'a mentionné la maison de campagne. Personne n'avait l'air en colère. Le repas était si agréable que, lorsque maman m'a proposé de dormir dans mon ancienne chambre, j'ai accepté. Ça faisait du bien de retrouver la maison de mon enfance. J'avais l'impression que tout allait s'arranger. Le lendemain matin, jour de Noël, je me suis réveillée excitée, pour la première fois depuis des mois. Nous nous sommes tous rassemblés autour du sapin, en pyjama, comme quand Elisabeth et moi étions petites. Chacun ouvrait ses cadeaux et disait merci. Moi, je les regardais, heureuse de les voir si enthousiastes. Mais alors j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Tous les paquets avaient été ouverts, sauf que, moi, je n'en avais eu aucun. J'ai fouillé sous le sapin, mais rien ne portait mon nom. Où est mon cadeau de Noël? Ai-je demandé. La pièce est tombée dans un silence total. Tout le monde s'est arrêté et s'est regardé. Et là, je n'en croyais pas mes yeux. Ils éclatèrent de rire. Maman fut la première à parler, et elle riait encore. Le Père Noël n'offre pas de cadeaux aux enfants ingrats. J'eus l'impression qu'on venait de me donner un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Elisabeth enchaîna, souriante. C'est bien fait pour toi, Sandrine. Tu as refusé d'aider la famille quand on en avait le plus besoin. Voilà ce qui arrive. Papa hocha la tête, grave. On t'a élevée, Sandrine. On t'a tout donné. Et quand on t'a demandé de l'aide, tu nous as tourné le dos. Les enfants ingrats n'ont pas le droit aux cadeaux de Noël. Je restais là, en pyjama, entourée de tous les cadeaux coûteux que je leur avais offerts, tandis qu'ils m'expliquaient pourquoi je ne méritais même pas un petit présent. Même pas une carte. J'avais envie de hurler. De réciter chaque fois où je les avais aidés, chaque facture payée, chaque urgence réglée, chaque fois où je m'étais précipitée au téléphone. Mais en regardant leur visage, je sus que ça ne servirait à rien. À leurs yeux, j'étais la méchante. La fille ingrate qui n'avait pas voulu leur acheter une maison. Très bien, dis-je doucement. Je me levai et allai dans ma vieille chambre. Je fis mes valises pendant que tout le monde restait au salon, sans doute en train de débattre de ma soi-disant méchanceté. Quand je redescendis avec mon sac, personne ne me dit au revoir. Personne n'osa m'arrêter. Je quittai la maison ce matin de Noël et décidai sur le champ que c'était fini. Fini d'être leur distributeur automatique. Fini d'être leur paillasson. À partir de maintenant, qu'ils règlent leurs problèmes tout seuls. Pour la première fois depuis que j'avais commencé le boulot, je n'envoyais d'argent à personne. Mes salaires restèrent sur mon compte. J'ai vu mon épargne augmenter chaque mois et c'était incroyable. J'avais oublié combien je gagnais réellement quand je ne donnais pas la moitié à ma famille. J'ai commencé à rembourser davantage mon prêt. Au lieu de payer 2 000 € par mois, je versais 3 000 €. À ce rythme, j'aurais remboursé mon appartement en 10 ans au lieu de 30. L'idée d'être totalement libre de dettes avant mes 45 ans me rendait euphorique. Je me fis aussi des plaisirs que je repoussais depuis des années, un nouveau canapé, un lavage complet de ma voiture et même des vacances à Hawaï réservées pour avril. De vraies vacances, pas un week-end bon marché. Le silence de leur côté était presque comique. Elisabeth, qui m'appelait au moins 2 fois par mois pour réclamer de l'argent, ne m'avait pas contacté une seule fois. Maman, qui me culpabilisait sans cesse au sujet des courses et des médicaments de papa, n'avait envoyé aucun message. On aurait dit qu'il m'avait complètement oublié maintenant que je n'étais plus utile. J'espérais que ça durerait. J'espérais qu'ils auraient appris à se débrouiller. Mais au fond, je savais que c'était trop beau pour durer. Les gens comme ma famille ne changent pas, ils attendent d'être assez désespérés pour ravaler leur fierté. L'appel arriva fin mars, 3 mois après Noël. J'étais au travail, en train de corriger du code, quand mon téléphone sonna. Je regardai l'écran, le nom de ma mère.
Une seconde, j'hésitai à décrocher, puis la curiosité l'emporta. Allô? Sandrine. Oh, merci d'avoir répondu, sanglota-t-elle. Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est la maison, les fondations. Ça s'effondre. Je reculai sur ma chaise. Les fondations, justement ce dont je les avais prévenus 6 mois plus tôt au lieu de leur acheter une maison de campagne. Que s'est-il passé? Demandai-je, même si je savais déjà la suite. La fissure s'est tellement agrandie, il y a un énorme vide et tout s'effrite. On a fait venir un expert en urgence, la maison est inhabillable. Si on ne renforce pas tout, elle risque de s'écrouler. Elle hurlait presque dans le combiné. On entendait papa crier en arrière-plan et maman lui répondre. Combien ça coûte de réparer? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. 50 000 €, Sandrine. Il nous faut 50 000 € pour remplacer toute la fondation, et tout de suite. Voilà, la vraie raison de l'appel. Maman, pourquoi m'appeler pour ça? Lancai-je. Parce que tu as des économies. On sait que tu en as. Tu dois nous aider. J'eus presque envie de rire. Après 3 mois de silence, après ce matin de Noël humiliant où on m'avait dit que le Père Noël n'offrait rien aux ingrats, voilà qu'il me demandait de l'aide. Tu te souviens de ce que tu m'as dit à Noël au sujet des enfants ingrats? Répondis-je. Ça ressemble plutôt à votre problème, pas au mien. Sandrine Elisabeth, ne me parle pas sur ce ton. S'emporta maman. Je suis ta mère. Oui, tu es ma mère, répondis-je. Et à Noël, tu t'es moqué de moi et tu m'as traité d'ingrate. Tu m'as puni pour avoir refusé d'acheter une maison de vacances en faisant en sorte que je sois la seule à ne pas recevoir de cadeaux. Tu sais très bien que la raison, c'était la maison de campagne. Mais là, c'est autre chose. Non, maman. Ce n'est pas autre chose. Tu m'as montré exactement ce que je représente pour toi, une source d'argent. Demande au Père Noël de vous aider pour la fondation, proposai-je. Peut-être qu'il sera plus généreux avec les parents ingrats qu'avec les enfants ingrats. Sandrine, s'il te plaît. Tu ne peux pas nous laisser perdre la maison. Tu aurais dû y penser avant de me traiter comme de la merde. Je raccrochai. Mes mains tremblaient un peu, mais je me sentais bien. Vraiment bien. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à ma mère quand elle a voulu me culpabiliser pour que je paie quelque chose. Le téléphone sonna de nouveau aussitôt. Je refusai l'appel. Il sonna encore, refusé. Maman m'appela 6 fois cet après-midi-là et je rejetai chaque appel. Puis vinrent les messages. Sandrine, rappelle-moi, il faut qu'on parle. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de famille. Ton père a des douleurs à la poitrine à cause du stress. Aide-nous, je t'en supplie. Je supprimai chaque texto sans répondre. En rentrant du travail ce soir-là, je trouvai un message vocal d'Elisabeth. J'allais l'effacer, mais décidai d'écouter. Sandrine, c'est moi. Maman m'a dit que tu avais raccroché au nez aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que tu sois si froide. Ce n'est plus une histoire de Noël. Papa et maman risquent de perdre leur maison. Leur maison, Sandrine, là où on a grandi, là où sont tous nos souvenirs. Je sais que tu es fâchée pour Noël, mais tu dois tourner la page. La famille passe avant tout. Tu le sais bien. Rappelle-moi. La famille d'abord. Quelle ironie venant d'elle, celle qui m'avait dit de me débrouiller seule le jour où j'avais besoin d'aide pour déménager. La famille d'abord, oui, mais seulement quand ça les arrangeait. Je me servis un verre de vin et m'installai sur mon magnifique nouveau canapé, dans mon appartement dont j'allégeais le prêt 10 ans plus tôt que prévu, et je ne ressentis aucune culpabilité. Ils avaient fait leur choix à Noël. Ils m'avaient montré clairement quelle place j'occupais dans leurs priorités. À eux d'assumer désormais. La fissure des fondations, celle dont je les avais avertis des mois plus tôt, leur explosait enfin au visage. S'ils m'avaient écouté au lieu d'exiger une maison de vacances, ils auraient eu l'argent pour la réparer avant que ça ne devienne une urgence à 50 000 €. Je croyais que mon refus au téléphone suffirait. Qu'ils comprendraient que je ne les aiderais plus. Mais j'avais tort. Ils n'allaient pas lâcher. Le soir suivant, en rentrant, je trouvai 3 personnes plantées devant ma porte, maman, papa et Elisabeth. Ils avaient traversé la ville jusqu'à mon immeuble pour m'encercler. J'envisageais de faire demi-tour, mais c'était trop tard, ils m'avaient vu. Sandrine, cria maman. On doit parler. Je soupirai et m'avançai. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu te remettre les idées en place, dit papa. Puisque tu n'as pas répondu au téléphone. Je déverrouillai ma porte, sachant que cette discussion aurait lieu, que je le veuille ou non. Ils me suivirent à l'intérieur, jetant des regards autour, comme pour jauger de ma vie confortable pendant que souffrait. Qu'est-ce que vous voulez? Demandai-je sans leur proposer de s'asseoir. Ils parlèrent tous en même temps,
Maman pleurait à propos de la maison, papa parlait de mon devoir de fille, Elisabeth de loyauté familiale et de cruauté. Stop! Lancez-je fort. Un à la fois. Maman s'avança en larmes. Sandrine, ma chérie, on est désespéré. Les fondations s'aggravent chaque jour. L'expert a dit que si on ne répare pas vite, toute la maison peut s'écrouler. On pourrait mourir dans notre sommeil. Alors réparez-la, dis-je simplement. Avec quel argent? Cria papa. On vit avec une pension fixe. Comme tout le monde répare sa maison. Faites un prêt. Vendez quelque chose. Trouvez une solution. Sandrine, s'il te plaît. Dit papa d'une voix plus forte. On t'a élevé, nourri, habillé, envoyé à l'université. Tu nous dois ça. Je vous ai déjà remboursé. Depuis 6 ans, je vous rembourse. Des milliers et des milliers d'euros. Et quand j'ai dit non, vous m'avez puni en faisant de moi la seule sans cadeau à Noël. On était blessés, dit faiblement Elisabeth. Blessés? Vous vous êtes moqué de moi. Vous m'avez traité d'ingrate alors que j'étais entourée de vos cadeaux payés par mes soins. Un silence lourd tomba. Je les voyais réfléchir à un nouvel angle, une nouvelle façon de me culpabiliser. Sandrine dit enfin maman, tu es riche. 50 000 euros, ce n'est rien pour toi. Tu gagnes bien ta vie, tu n'as pas d'enfant à charge. Tu peux te le permettre. Voilà. Parce que j'étais célibataire, sans enfant, mon argent ne comptait pas. Mes besoins ne comptaient pas. Mon avenir ne comptait pas. Oui, répondis-je. Je gagne bien ma vie, et je vais garder mon argent. Maman eut un hoquet comme si j'avais blasphémé. Tu veux savoir ce que je fais de mon argent? Continuai-je. Je rembourse plus vite mon prêt pour posséder mon appartement dans 10 ans. J'épargne pour ma retraite. Je prépare des vacances à Hawaï. Je vis, au lieu de passer mon temps à attendre quelle catastrophe vous allez encore me mettre sur le dos. Comment peux-tu être aussi égoïste? S'écria Elisabeth. Comment peux-tu être si arrogante? Arrogante? Cela fait des années que je vous rends flou, et vous ne m'avez jamais dit merci. Jamais. C'était toujours entendu, Sandrine réglera ça. Sandrine a de l'argent. Eh bien, Sandrine a fini. Le visage de papa vira au rouge. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi récemment? Quand est-ce que l'un de vous m'a demandé comment j'allais? Quand est-ce que vous vous êtes soucié de ma vie autrement que par mon compte en banque? Ils se regardèrent, incrédules, comme si j'étais folle. C'est ridicule, dit maman. On ne partira pas tant que tu n'auras pas accepté de nous aider. Alors vous allez rester longtemps. Parce que je veux que vous sortiez. Maintenant. Ils restèrent 1 minute encore, espérant sans doute que je cède. Mais je ne cédai pas. Enfin, ils se dirigèrent vers la porte. Ce n'est pas fini, dit maman. Si. C'est fini. Une fois seule, je m'assis sur mon canapé et attendis. Je savais ce qui allait suivre. Et, sans surprise, dans les jours qui ont suivi, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt avec des appels de la famille. D'abord ma tante Caroline. Sandrine, ta mère m'a parlé des fondations. Tu dois les aider, ce sont tes parents. Puis mon cousin Michel. Allez Sandrine, 50 000 euros, ce n'est rien pour quelqu'un avec ton salaire. Mon oncle Robert alla même jusqu'à venir à mon bureau pour me confronter. J'arrive pas à croire que tu laisses tes parents finir à la rue pour une histoire d'argent. Le pire fut ma tante Marguerite, débarquant chez moi avec sa Bible, voulant me lire des versets sur l'honneur dû au père et mère. Si tu tiens tant à honorer tes parents, lui ai-je dit, pourquoi tu ne leur donnes pas toi-même les 50 000 euros? Elle est partie assez vite après ça. Puis les appels cessèrent. 1 mois passa sans nouvelles de personne. Un jour, je croisai Madame Peterson, la voisine de mes parents, à l'épicerie. Je la connaissais depuis mon enfance, elle avait toujours été gentille. Oh Sandrine, dit-elle, j'ai entendu parler des problèmes de maison de tes parents. Ils ont vendu leur voiture et le vieux bateau de ton père. Ils en ont tiré 25 000 euros. Et ils ont pris un prêt à la banque pour les 25 000 euros restants. J'étais surprise. Ils avaient vraiment réglé le problème par eux-mêmes. Les fondations sont réparées maintenant, poursuivit Madame Peterson. Mais tes parents sont très amers. Ils répètent que tu les as abandonnés au moment où ils avaient le plus besoin de toi. Au moins, ils se sont débrouillés, répondis-je. Elle me lança un drôle de regard. Ils vont payer ce crédit pendant des années à leur âge. C'est à ça que servent les prêts, dis-je en terminant mes courses. Sur le chemin du retour, je repensai à ces paroles. Finalement, ils avaient trouvé l'argent, comme je l'avais dit, en vendant et en empruntant. Ils n'avaient pas eu besoin de moi. Ils voulaient seulement que je règle tout pour éviter de faire eux-mêmes des sacrifices. Et je ne ressens aucune culpabilité. Ils ont fait leur choix le jour de Noël en m'humiliant.
Ils m'ont montré que je n'avais de valeur que comme portefeuille. Alors j'ai cessé d'être leur portefeuille. Aujourd'hui, je ne parle plus à aucun d'eux. Ni mes parents, ni Elisabeth, ni les cousins qui ont tenté de me culpabiliser. Mon téléphone reste silencieux, mon compte en banque grandit. J'ai des amis qui tiennent à moi pour ce que je suis, pas pour ce que je peux leur donner. J'ai des passions, des projets, un avenir qui n'est plus dicté par les urgences financières des autres.